Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti en février dernier que malheureusement je n'avais pas pu voir en salle et que je rattrape sur le tard, Le Successeur, nouveau long métrage de Xavier Legrand qui avait fait l'excellent mais terriblement toxique et brûlant Jusqu'à la garde en 2018 ou 2019, enfin, dans ces eaux-là, j'ai pas la date sous les yeux. Et là, il revient avec un autre métrage assez traumatique, sans en dire plus, sur lequel je vais être obligé de faire une zone spoiler assez rapidement. Je préfère préciser. Et au casting, dans le rôle principal, nous avons Marc-André Grondin, un acteur québécois extraordinaire. Hein. Je vous renvoie vers le magnifique Crazy de Jean-Marc Vallée, un réalisateur regretté, qui est un de mes films québécois préférés, je pense. Parce que oui, on est dans un contexte québécois ici, hein. Et à ses côtés, on va retrouver Yves Jacques, qui joue l'ami de son père, le père qui vient de décéder, hein, je vais faire un synopsis derrière. Yves Jacques, on l'a vu dans beaucoup de films, hein, même français. Par exemple, je me souviens de lui dans Hold Up, un tout petit rôle, hein, avec Jean-Paul Belmondo. Mais ça, c'est pour des souvenirs de jeunesse. Alors, oui, au Québec, donc, puisque notre... c'est terrible. Je ressors là du visionnage et je suis assez touché, marqué et remué, mais j'avais envie d'en parler là. Voilà, c'est un exutoire. Maintenant, je le fais. Donc, pourquoi Québec? Parce que ça se passe là-bas. C'est l'histoire d'un créateur de mode très connu, visiblement, qui est heureux et accompli, du moins en apparence, un directeur artistique hein, d'une maison de haute couture, enfin, tout ça, là, qui s'appelle Elias. Qui parle d'ailleurs avec l'accent parisien, français, et qui a un petit peu renié peut-être ses origines, mais qui est québécois, et qui revient donc dans sa contrée natale, parce qu'il apprend que son père est mort. Bon, ça lui fait pas vraiment grand-chose sur le papier, on sent qu'il garde tout en lui, mais il revient pour, on va dire, régler la situation, et on sent que le père s'est un petit peu éloigné de sa famille aussi, enfin, on n'a pas trop de détails là-dessus, est-ce qu'on en aura dans le film? Je vous réponds par la suite. Bon. Et au moment d'arriver donc sur place, il est question d'héritage, et à quel point il pourra être le successeur de son papa. Lui, il n'en veut pas, hein, de ce que son père a pu laisser. Et on peut comprendre pourquoi, vu comment le film va évoluer. Et on est vraiment ici dans un métrage profondément vénéneux et dramatique, sur lequel on ne peut rien révéler de particulier, si ce n'est qu'à un moment, le fils va être face au secret du père. Mais on va pas vraiment imaginer ce qui va se passer, on va dire, avec ce premier twist au bout de 45 minutes. Mais avant cela, mon appréciation globale est que, alors même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, bizarrement, le twist m'a complètement fait entrer dans le film, là où beaucoup de gens, hein, de ce que j'ai compris, en sont sortis. Apparemment, beaucoup ont crié au manque de logique et tout, mais moi je trouve cela, au contraire, parfaitement pertinent, parce qu'on est dans du cinéma, déjà, un cinéma traumatique profond, et justement qui va, on va dire, ausculter la psychologie profonde d'un jeune homme qui visiblement a un peu lâché prise avec ses origines, qui s'est réinventé une vie, qui a réussi hein, celle-ci, et qui va être remis ici dans un contexte particulier. Le fait est qu'il ait perdu son accent québécois, et qu'il va le retrouver à un moment, ce n'est pas anodin. Et on voit ici qu'il y a un choc. Donc tout ce qui va être fait après le premier twist, etc., peut paraître pour beaucoup de gens assez saugrenu et tout, mais non, 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 parce que déjà, est-ce que vous avez été confronté à une telle situation? Je ne pense pas, hein, je vais arriver au propos. Et de deux, je pense qu'il y a un discours aussi sur un héritage toxique, peut-être. Voilà, je reste vague pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que la mise en scène de Xavier Legrand reste à la hauteur, je pense, de Jusqu'à la garde, avec des moments très fixes, ou qui font durer les scènes qui sont chocs, mais jamais en étant dans le tape à l'œil. Dans Jusqu'à la garde, par exemple, il y avait ces moments où ça bougeait pas beaucoup quand le père faisait les choses qu'il faisait, ou dès le début dans la scène avec la juge, etc. Statique pour bien montrer que les choses ne vont pas, qu'il y a quelque chose qui fait mal, quoi. Alors là, c'est pas pareil, hein. C'est même encore plus violent avec le successeur, d'une certaine manière, quoi, Jusqu'à la garde, c'était très dur, très très dur, voilà. Et ça fait quand même le deuxième film ici que Xavier Legrand fait. Je crois que c'est son deuxième long métrage. J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, le deuxième que je vois. Voilà, au moins là, je suis sûr de ne pas me tromper. Qui réussit à me faire un choc, même quasi personnel,
pour des raisons différentes. Voilà, j'ai eu des parents divorcés, tout cela. Là, j'ai connu la mort de mon père il y a 3 ans. Il y a une scène d'enterrement à un moment, on peut revenir là-dessus, vite fait, hors spoiler, mais qui est d'une brutalité, absolue. Voilà, j'en dis pas plus, avec du Michel Fugain en fond. Plus jamais je ne réécouterai le morceau Fais comme l'oiseau de la même manière. Je peux plus. Là, je pourrais plus. C'est une des scènes les plus fortes de 2024. Mais dès le début, on sent que ce personnage principal du fils donc est bloqué dans une spirale avec ce plan zénital. Je crois que c'est une des affiches du film, hein, si je me trompe pas, de ce défilé et tout. Oui, bah, la spirale infernale dans laquelle il va entrer, dans l'engrenage à un moment, fait que finalement son destin est tracé par la caméra. C'est du cinéma, voilà. Faut pas chercher plus loin, il y a une fiction derrière, donc la réalité, la logique, hein, vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est plausible aussi que certaines choses puissent se passer comme cela. Et donc, spoiler, que se passe-t-il, hein, quand le fils débarque chez son père et qu'il va à la cave à vin? Ben dans la cave à vin, il y a une fille qui a été kidnappée et qui probablement allait être tuée avant que le père meure. Voilà, parce qu'on comprend très vite qu'il y a eu d'autres disparitions de jeunes filles, parce que scène horrible quand il essaye de savoir qui c'est, il l'appelle de plusieurs noms de filles qui ont disparu, donc vous voyez un petit peu l'étalage ici potentiellement du serial killer qui était son père. Hein. Il y a l'ami du père qui débarque là, qui lui-même a vu sa fille disparaître. Alors c'est la scène de l'enterrement après, etc. Bon, et donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et beaucoup de gens apparemment, on dit oui, mais pourquoi il n'appelle pas la police? C'est plus compliqué que cela. Le gamin, il a quand même la trentaine là, hein, j'imagine. Bon, le fils, eh bien, il vient de subir un choc absolu, on le voit, et même qui s'est fait pipi dessus, qui retrouve son accent québécois, il sait plus où il habite, hein. C'est je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, de la chanson Fait comme l'oiseau, hein. Clin d'œil, je pense que Xavier Legrand ne l'a pas choisi par hasard. Si c'est lui qui a fait le scénario, je vérifie, oui, en collaboration. Voilà, c'est librement inspiré d'un roman d'ailleurs, tiens. Bref, je sais pas si la chanson elle y était du coup dans le scénario, enfin dans le roman. Et donc oui, il est complètement en perdition. Alors il essaye de l'aider, la fille. Le problème, c'est qu'il s'y prend très très mal parce qu'il est paumé. Donc il met un casque de moto. Donc forcément, on peut imaginer que le père, il a caché son visage. Donc elle peut imaginer que c'est vraiment son agresseur. Et puis c'est le fils. Donc il y a peut-être des choses qui font que physiquement ou dans les déplacements, elle va reconnaître à travers le fils le père, mais involontairement et indirectement. Et puis voilà, il se cache le visage au lieu vraiment. Et non, il appelle pas la police de suite parce qu'il peut pas. Il est dans un autre univers. Il va essayer de l'aider, puis en l'aidant, bah, il la tue en la faisant tomber dans les escaliers. Bon, après, c'est infernal. Il va cacher le corps. Scène de nuit, beaucoup de scènes de nuit. L'obscurité pénètre à ce moment-là l'univers du personnage principal parce qu'il est tombé dans les limbes, quoi. Il descend en enfer. Et même à un moment, il va laver la voiture. Hop, fausse illusion de clarté, puis il y a l'enterrement derrière. Parce que l'enterrement est encore plus violent quand on voit que bah, on fait l'éloge du père, forcément, comme tous les enterrements, la personne qui a disparu, bah oui, c'est la meilleure, voilà, on va la regretter et tout. Et on voit à travers des images d'archives de manifestations qu'il a soutenu son meilleur ami dont la fille avait disparu, voilà, hein, marche blanche, etc. On voit ici l'hypocrisie absolue, mais l'éloge derrière qui est encore plus violent, parce que c'est faux, c'est hypocrite, mais enfin c'est pas hypocrite du coup, c'est faux, les gens ne savent pas, il y a que le fils qui sait. Et à un moment, j'étais en train de me dire à ce moment-là, et si le meilleur ami du père, donc, qui lui-même père de la fille disparue, et sur quelque folie que ce soit, ait pu être complice. Et à la fin, il y a vraiment ce doute, et c'est incroyable parce que Xavier Legrand, c'est comme s'il avait lu dans mes pensées à ce moment-là, on suit le meilleur ami, il va dans la maison du père et il va dans la cave. Et à ce moment-là, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui... Ah non, ça serait cruel. Mais en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que la fin a une double conclusion où on ne sait pas. Enfin, même si sur la deuxième, je crois savoir. Bref, l'ami du père, il découvre l'endroit. Et puis il a l'air complètement estomaqué. Alors là, on peut pas trop savoir si c'est parce qu'il découvre on va dire, l'endroit macabre et il comprend. Ou il se dit, tiens, mince, le fils, il a découvert le truc, la fille kidnappée, elle est plus là. Bon, vu qu'il n'a pas l'air très paniqué, etc., je pense que juste, il découvre que son meilleur ami est potentiellement un tueur. A été un tueur, du coup. Ok, donc c'est quand même cruel. Et à la fin, il y a le fils. Bah, le fils, il décoche plus un mot, hein, de toute façon. À partir de tout cela, il parle très très peu. L'accent québécois qu'il a retrouvé, finalement, bah, on va plus du tout entendre quoi que ce soit plus en avant dans le film. Et à la fin, il se regarde, hein, voilà, l'illusion de son succès sur un écran de tablette, et on voit la fenêtre avant, plan fixe,
et puis il pose ça, la tablette qui s'éteint, on entend le monsieur ouvrir la fenêtre et on sait pas. Mais est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a préféré mettre fin à tout cela? Oui, peut-être mettre fin à cet engrenage au final. Parce que si ça avait continué ainsi, aussi bien il serait devenu comme le père, et aussi bien de lui-même, de son propre chef, aurait pu être devenu le successeur. Hein, voilà, il refuse d'être le successeur. Parce qu'il a tué au final, Elias. Il a tué, même si c'est involontaire, il a pris la mauvaise décision, horrible, hein. Il a cet héritage, il est le successeur, donc du coup il préfère mettre fin à cela. C'est quand même affreux, mais c'est assez grandiose. Voilà, je ferme ma zone spoiler, c'est un des films les plus marquants de 2024. Et je rage de ne pas l'avoir vu en salle, parce que ça, en salle, ça aurait été encore plus dramatique. Je pense que j'aurais probablement pleuré sur la scène d'enterrement, si j'avais été donc face au grand écran. Quoique, c'est difficile, parce que là, oui, je suis resté assez... Voilà, ça m'a rappelé donc l'enterrement de mon père aussi, parce que on a fait jouer des chansons et tout. Et là, je suis plutôt resté sous le choc. Et je pense que j'aurais eu un double choc effet Kiss Cool donc sur une séance cinéma, parce qu'on est vraiment encore plus dans l'intimité du truc, quoi. Mais peu importe. Xavier Legrand a réalisé un grand film, encore. Enfin, un très bon film en tout cas. Je ne sais pas, un grand film. Il faut que je le digère un peu là. Malheureusement, je fais ça à chaud. Ah, j'en bafouille. Non, je fais voilà, ce retour à chaud parce que j'en avais besoin. C'est un petit peu pour ça aussi mon concept, un procédé critique ou ce genre de podcast. Ça fait du bien des fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il tape une deuxième fois très 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 fort et que c'est un film qu'on ne va pas oublier, qui sera difficile à revoir, parce que jusqu'à la garde, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et j'ai mis du temps à le revoir. Voilà. Bon. Bref, et Marc-André Grondin confirme que c'est toujours un excellent acteur, tout simplement. Hein, il a fait d'autres choses depuis Crazy, mais là, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa mise en scène, de son côté traumatique, thriller toxique, thriller si on veut, hein, voilà, voire un peu vérovénien, comme je le disais presque pour plaisanter, mais pas vraiment, à l'ami Le Bûcheron du cinéma de mon collectif La 7ème Illusion en privé. Bref, à vous la parole, exprimez-vous dessus, je pense que beaucoup de gens ont besoin d'en parler, donc lâchez-vous dans les commentaires et on discutera ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.